Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la 12e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Maroc, l'élan des solidarités en marche pour donner du sang. Eh bien, je vous le disais dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question était relative à une communication sur l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité, car les prix mondiaux sont devenus imprévisibles depuis l'avènement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Écoutons le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al-Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 septembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question est relative à une communication sur l'évolution des prix de denrées alimentaires de première nécessité. Les prix mondiaux de denrées alimentaires sont devenus imprévisibles depuis l'avènement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et subissent aussi les conséquences des divers phénomènes climatiques. L'offre alimentaire à Djibouti dépend essentiellement donc du contexte international et la dépendance du marché extérieur représente donc un facteur indispensable pour la sécurité alimentaire du pays, mais elle l'expose également aux risques extérieurs tels que l'instabilité et l'inflation importée ainsi que la menace d'une rupture d'approvisionnement, notamment en cas d'interruption du commerce transfrontalier. Dans un contexte où les économies africaines, y compris la nôtre, sont vulnérables aux chocs mondiaux et fluctuations des prix, le ministère du Commerce et du Tourisme a effectué une analyse minutieuse des données sur le prix et indique donc une stabilité relative des prix alimentaires par rapport au mois précédent, à l'exception notable du sucre qui a enregistré une légère hausse. À titre d'exemple, durant la période du 20 juillet au 20 août 2023, les prix du sucre ont grimpé de 7,9% vers mi-juillet. La tonne de sucre était commercialisée à $657, contre $709 à la date du 20 août 2023, soit son niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. Les cours sont soutenus donc par la décision de l'Inde, l'un des plus importants pays exportateurs, de réduire ses exportations à la suite donc de la mauvaise récolte de canne à sucre provoquée par des pluies trop abondantes. La farine, contre toute attente, a par contre légèrement donc baissé à hauteur de 6,38% à la suite de la suspension de l'accord sur les céréales par la Russie. Le riz Bellam ordinaire a connu quant à lui durant cette période une hausse à hauteur de 12%. Cette situation ne peut malheureusement perdurer puisque l'Inde a décidé fin juillet 2023 d'interdire toute exportation de riz blanc non basmati pour atténuer la hausse des prix sur son marché intérieur. Les prix du sucre vont continuer leur hausse au niveau national durant le mois de septembre 2023 et connaîtront une hausse de 5,2% par rapport au mois de juillet 2023. La farine maintient une trajectoire descendante, vendue donc en mai 2023 à hauteur de 5 400 francs le sac de 50 kg. Elle enregistre donc une diminution de 14,8% au mois d'août 2023. Le prix du riz Bellam reste inchangé, affichant 4 500 francs par sac de 50 kg. D'une manière générale, aucune variation des prix sur l'huile, les pâtes, le lait en poudre n'a été constatée par rapport au mois de juillet 2023. Sur le sucre, un stock de 9 000 tonnes sera constitué comme stock stratégique pour les 3 prochains mois. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et logements sociaux Aroulos pour l'exercice 2022. L'agence Aroulos, sous la tutelle du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a pour mission d'abord de réaliser la construction des logements sociaux, de piloter le programme Zéro Bidonville d'amélioration et de restructuration des quartiers précaires, de faciliter la régularisation foncière. Et donc, durant l'exercice 2022, les activités de l'agence ont été marquées par l'accélération des travaux d'achèvement du projet de construction de 440 appartements à PK13, la viabilisation de 30 hectares à Balbala Sud permettent donc de mettre à disposition environ 1200 parcelles sociales
et la reconstruction sur fonds propres de 177 logements incendiés dans la capitale. Dans le cadre du programme Zéro Bidonville, l'agence a finalisé les plans d'aménagement et de restructuration de 9 quartiers précaires, ciblés dans le programme Zéro Bidonville. Ces quartiers qui disposent dorénavant d'un plan d'aménagement ont été ouverts à la procédure de la cession amiable. Les comptes financiers de l'agence à Roulos, arrêtés au 31 décembre 2022, présentent des produits donc à hauteur de 2 372 639 244 francs Djibouti contre 1 938 790 804 francs Djibouti de charges, soit un résultat excédentaire de 146 091 949 francs Djibouti, qui permettra de payer les décomptes de travaux pour l'exercice 2023. Les actifs et les passifs de l'agence au titre de l'exercice 2022 sont estimés à 16 410 507 149 francs Djibouti. Et ainsi que la troisième question concernant portant un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2022 de l'Agence nationale du système de l'information de l'État. Réécoutons le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2022 de l'Agence nationale du système de l'information, plus connue sous l'acronyme de l'ANSSI. L'ANSSI présente des comptes financiers pour l'exercice 2022 arrêtés en produit à 252 336 000 francs Djibouti et en charge à 256 666 000 francs Djibouti. Durant cet exercice, l'agence a pu atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, notamment la maintenance et la mise en condition opérationnelle optimale du data center, le développement de services numériques conformément à la stratégie nationale de l'e-gouvernement 2020-2023 et à sa feuille de route, l'amélioration de la communication de l'agence et les sensibilisations à mener au sein de l'administration et à destination de ses usagers en rapport avec la cybersécurité et les services numériques. La mise en place du centre d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique, qui est arrivé donc à terme en octobre 2023, les activités ci-dessous ont pu être finalisées. La mise en œuvre du système de gestion électronique des documents pour doter l'administration d'une solution optimisante, la mise en service à l'échelle nationale du centre de riposte et de réponse aux attaques informatiques et le diagnostic sur les systèmes d'information de la chaîne des dépenses publiques, ainsi que le lancement de la mise en place d'un nouveau système de gestion des impôts et pour finir la mise en norme du centre de service aux citoyens pilotes avec la Poste de Djibouti. La quatrième question est relative donc à un projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du projet Djibouti Fondement numérique. Notre pays a conclu donc avec l'Association internationale de développement, plus connue sous l'acronyme de l'IDA, de la Banque mondiale, un accord de crédit d'un montant global de 1 777 millions de francs Djibouti pour le financement du projet intitulé Djibouti Fondement numérique, exécuté par le ministère de la Communication. Ce projet vise à aider donc Djibouti à exploiter son potentiel numérique en mobilisant les secteurs publics et privés, en veillant à ce qu'un plus grand nombre de citoyens et d'entreprises aient accès à la connectivité Internet abordable et que les compétences numériques soient développées pour servir de socle à l'économie numérique de notre pays. Le cadre institutionnel du projet Djibouti Fondement numérique comprend une unité d'exécution de projet créée au sein du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications et un comité de pilotage chargé de superviser et de coordonner l'ensemble des activités du projet. Ce projet d'arrêté crée ce comité de pilotage et en définit les missions et l'organisation. Éducation, cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé actuellement un atelier de formation sur la cybersécurité au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, intitulé Omar Gueli Ahmed. Cette formation est conduite par les experts de l'Agence nationale du système d'information de l'État, sous son acronyme l'ANSSI. Cette formation
s'est déroulé du 10 au 14 septembre 2023 et a réuni l'ensemble des formateurs du CFF dans le but de renforcer leur compréhension de l'importance de la cybersécurité dans le contexte scolaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation que le MENFOP a lancée auprès de son personnel sur la cybersécurité. L'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser les dangers de l'Internet et de conseiller les formateurs afin qu'ils puissent mieux protéger et accompagner les élèves, en particulier les élèves professeurs dans l'univers complexe du cyberespace. Le lancement de cet atelier de formation a été effectué conjointement par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et le directeur général de l'ANCI, M. Moustapha Mohamed Ismail. L'ANCI, en tant qu'expert dans le domaine de la cybersécurité, joue un rôle clé dans cette formation en partageant ses informations actualisées, ses conseils pratiques. Cette collaboration permet d'assurer que les formateurs du CFF sont bien préparés pour naviguer en toute sécurité dans le monde numérique en constante évolution. Cet atelier trouve sa justification dans la déclaration du président de la République lors du Conseil des ministres du 29 août 2023 où il a exprimé son souhait de voir la jeunesse du pays sensibilisée aux méfaits des plateformes en ligne et de certains réseaux sociaux. Dans cette optique, la formation sur la cybersécurité vise à fournir aux formateurs du CFF les compétences, connaissances nécessaires pour relever ce programme. Eh bien, le programme de formation englobe plusieurs domaines essentiels, notamment les sensibilisations aux risques des cyberespaces, l'inclusion, la pédagogique adaptée, la sensibilisation aux bonnes pratiques d'utilisation du numérique, y compris Internet et les réseaux sociaux. Écoutons le secrétaire général. L'action de formation est essentielle. On parle beaucoup de cybersécurité, on parle beaucoup du numérique de manière générale. Mais parfois, on n'a pas conscience des inconvénients, on va dire, que colporte ce numérique ou ce développement du numérique, et surtout dans nos enseignements et dans les établissements scolaires. Donc aujourd'hui, l'ANCI a pris à bras-le-corps cette problématique et se propose de former les formateurs des formateurs que vous êtes, donc les formateurs du CFF, pour ensuite intégrer dans vos enseignements cette notion de cybersécurité. Chacun dans son domaine ou dans sa discipline, et c'est très important. Donc, vous allez bénéficier d'une semaine de formation. J'espère que les modules ensuite vous seront donnés et nous attendons à ce que, à votre tour, vous intégrez dans vos formations, dans vos programmes, dans vos modules que vous allez dispenser aux enseignants qui seront recrutés ces notions, mais également aussi lors des formations continues. Nous souhaitons à ce que aussi vous intégrez dans vos formations continues des enseignants qui sont déjà sur le terrain ces modules-là, de manière à les former et à les sensibiliser et à les former. Il y a une étape de sensibilisation, mais aussi une formation qui est nécessaire pour les enseignants. Donc, je vous exhorte à vous investir pleinement dans cette formation et à poser toutes les questions, toutes les observations, mais également aussi à contribuer activement à cette formation qui va être délivrée par les experts de l'ANCI. Donc à ce titre, je voudrais remercier le directeur général de l'ANCI pour l'intérêt qu'il porte à notre système éducatif. Autre actualité et autre cérémonie, cette fois-ci c'est l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, M. Birnahou Tsegeye, qui a organisé une magnifique soirée musicale et un dîner en l'honneur de la célébration de la nouvelle année 2016 du calendrier éthiopien. L'événement s'est tenu dans l'enceinte de l'ambassade et a été marqué par la présence d'invités de marque du côté djiboutien, notamment le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, le président de la Chambre du Commerce, M. Youssef Moussadawale, ainsi que le directeur général du DMP, M. Jama Ibrahim. Cette soirée a été une véritable immersion dans la culture éthiopienne, remplie de couleurs, d'émotions et des mélodies classiques et danses traditionnelles éthiopiennes. Les discours officiels ont également joué un rôle important dans la cérémonie. L'ambassadeur a exprimé ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à tous les Éthiopiens vivant sur le sol djiboutien, ainsi qu'aux Djiboutiens qui partagent cette célébration avec eux. Un point essentiel des discours a été mis l'accent sur l'excellence des liens d'amitié entre les deux peuples et les deux pays. Ces liens sont forts et couvrent de nombreux domaines, notamment la coopération économique, énergétique et portuaire. L'ambassadeur a souligné l'interdépendance mutuelle des deux nations,
mettant en évidence les avantages mutuels de cette relation étroite. Il a ainsi indiqué et mis en lumière les rôles cruciaux des dirigeants politiques des deux pays, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. Leur volonté politique a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la coopération, de l'amitié entre Djibouti et l'Éthiopie. Cette soirée s'est conclue par un copieux dîner mettant en avant la gastronomie éthiopienne, unique en son genre, qui a été appréciée à toutes les convives. Sport à présent, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des Sports, la 3e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune s'est clôturée hier au complexe sportif Roi Fahad dans une atmosphère empreinte d'enthousiasme et de camaraderie. Cet événement sportif d'envergure a réuni de nombreuses personnalités, dont le secrétaire d'État chargé des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, le directeur de la NPS, M. Mohamed Omar, ainsi que des figures éminentes du monde sportif. La grande finale a opposé deux équipes impressionnantes, l'équipe de Carte 6 à celle de Balbala. L'intensité de la compétition a électrisé le public qui a été témoin d'un spectacle exceptionnel. Finalement, l'équipe de Balbala a remporté la victoire sur un score sévère de 2-0, démontrant son talent et sa détermination. À l'issue du coup sifflet final, l'arbitre et tous les acteurs engagés ont été conviés sur le podium lors de la cérémonie de remise des trophées. Les vainqueurs ont été honorés pour leur performance exceptionnelle, mais la reconnaissance a également été accordée aux vaillants adversaires. Les organisateurs du tournoi ont eux aussi été chaleureusement salués, recevant des attestations, des félicitations pour avoir orchestré cet événement mémorable. Le tournoi de la paix et d'amitié intercommune s'est avéré être un rassemblement sportif majeur favorisant la cohésion et l'amitié entre les communes. Cette initiative mérite d'être applaudie et saluée pour sa contribution. Le tournoi de la paix et de l'amitié dans sa 3e édition. Premièrement, je voudrais remercier le secrétaire d'État au sport qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Secondo, le président de la Fédération égyptienne de football qui nous a mis l'assistante en termes d'arbitrage, mais aussi le directeur général de la police pour le soutien en maintien d'ordre. Merci beaucoup. Direction le nord du pays, où le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, a récemment présidé une réunion cruciale avec les services déconcentrés de la région, dans le but de discuter de l'implantation d'arbres, de 40 000 arbres dans la région. Cette initiative fait suite à une réunion précédente qui s'est tenue au niveau de la primature et qui partageait le même objectif, celui de renforcer la présence d'arbres dans la région. L'implantation de ces 40 000 arbres se déroulera en 3 phases stratégiques. Tout d'abord, ces arbres seront utilisés pour embellir les établissements publics et privés de la région. Cette étape contribuera à créer un environnement plus agréable et esthétique pour les habitants de Tadjoura. Ensuite, les ménages de la région seront encouragés à participer en implantant des arbres dans leur propre propriété. Cette étape vise à sensibiliser la population à l'importance de la préservation de l'environnement au niveau local. Enfin, la 3e phase consistera à couvrir toutes les artères de la ville blanche de Tadjoura avec ces arbres, créant ainsi des avenues ombragées et une meilleure qualité de vie pour les résidents. Eh bien, lors de la réunion, le préfet, M. Mohamed Abbas, a vivement encouragé la participation de tous les habitants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, à cette initiative cruciale visant à planter 40 000 arbres dans toute la grande région de Tadjoura. À la primature. Cette réunion consistait à ce qu'il y ait des plantations d'arbres sur l'ensemble de la région de Tadjoura. Non seulement sur Tadjoura, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la République. Cette réunion faisait l'objet à ce qu'il y ait plantation d'arbres et bien tous les établissements publics et dans toutes les agences onusiennes ou du système des Nations Unies ou partenaires. D'où il faudra planter d'ici la fin d'année plus de 40 000 arbres. Elle va se faire à 3 niveaux. En premier lieu, dans les établissements. En deuxième lieu,
les ménages, c'est-à-dire les domiciles. En troisième lieu, les artères principaux. Cette plantation va aussi s'éteindre sur les circonscriptions, c'est-à-dire les sous-préfectures des régions, feront partie de cette campagne. D'où le responsable de chaque institution va prendre en charge ces plantations d'arbres dans leurs services respectifs. Ces travaux vont être entamés à vos demandes des arbres selon les rythmes que vous allez nous soumettre. دبر ساكو بريم مينستر رحلة دفينا نسيحيني تو دفينا لا. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Sadaqallah al-Adim, c'était l'appel à la prière. Nous revenons à notre journal là où nous étions. Et je vous le disais, direction le sud du pays, où une émouvante cérémonie de distribution de Diwan al-Zaka a eu lieu au sein du centre Markaz al-Rahma de Dikil. Organisée de manière exemplaire par la fondation Diwan al-Zakat, ces distributions revêtaient une importance toute particulière pour plus de 83 enfants orphelins de la région. Ces jeunes bénéficiaires ont reçu la première tranche de cotisation de parrainage de l'année 2023, une démarche qui témoigne de la générosité, de la solidarité et de la communauté envers les plus vulnérables. Chaque enfant orphelin présent lors de cet événement a reçu une somme significative de 15 000 francs, un geste qui aura un impact considérable sur leur vie et qui permettra de subvenir à certains de leurs besoins essentiels. Cette initiative de la Fondation Diwan al-Zakat démontre l'engagement profond de l'organisation à soutenir les orphelins de la région, en leur offrant un soutien financier précieux. La cérémonie a été honorée par la présence des personnalités importantes, notamment par le directeur de la Fondation Diwan al-Zakat, ainsi que par le préfet adjoint, M. Youssef Ali Aye. Leur présence à cet événement a souligné l'importance de cette cause et a renforcé l'engagement des autorités locales envers le bien-être des orphelins. Les responsables du Markaz al-Rahma de Dikil, qui jouent un rôle central dans le soutien aux enfants orphelins, étaient également présents pour témoigner de l'impact positif de cette action sur la vie des bénéficiaires. Les parents d'élèves qui ont accompagné leurs enfants ont exprimé leur gratitude envers la Fondation Diwan al-Zakat pour son soutien continu à leur communauté. Et dans l'actualité internationale régionale, cette fois-ci, où un autre front humanitaire d'urgence s'est ouvert en Afrique du Nord. Après le puissant séisme au Maroc, c'est en Libye que la situation est désormais jugée catastrophique par l'ONG. Des inondations causées des pluies déluviennes ont fait au moins 150 morts dans l'est du pays, frappé à son tour par la tempête Daniel après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie intervenant sur la chaîne exécutive dans l'est de la Libye. Oussama Hamad a avancé les chiffres de plus de 2000 morts et des milliers disparus rien que de la ville de Derna en Libye, mais aucune source médicale ou de service de secours n'a confirmé ce bilan. Rappelant que la déclaration de Hamad, les bilans séparés qu'il rapporterait des différentes localités étaient bien inférieurs aux chiffres qu'il a avancés. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'élan de solidarité en marche pour donner du sang après le terrible séisme au Maroc. L'élan de solidarité est en marche au Maroc après le tremblement de terre qui a fait au moins 2500 morts selon le bilan officiel publié lundi. Des Marocains mais aussi des étrangers convergent vers des centres de transfusion sanguine pour dons de sang. Le jeu vaut bien cette chandelle alors que le séisme a fait plus de 2000 blessés dans une grande partie en état grave. Les Lions de l'Atlas se sont invités à cet élan. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde ont fait aussi des dons de leur sang dans un centre médical de la ville de Agadir. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.